Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo spéciale 4000 abonnés, donc où vous m'aviez posé quelques questions que j'ai sélectionnées parce que certaines revenaient un peu sur la première FAQ ou celle encore avant, un peu après, pour par exemple celle des 3000 que j'avais déjà répondu. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, pour commencer, une petite question donc d'un anglophone. Where do you think this channel will be? Et du coup, de Captain... alors, c'est quoi? Aekbab. Alors, que va-t-il arriver dans tes vidéos et quels sont tes projets? Alors, au niveau des vidéos, bon, au niveau du gameplay, il va pas y avoir trop de changements. Après, il y a un petit boîtier qui va changer par rapport à celle de la Scopcam, donc qui devrait donc être beaucoup plus pratique pour moi, donc je vous présenterai ça en review une fois que je l'aurai. Et au niveau des projets de la chaîne, bon, il n'y en a pas beaucoup. Il va y avoir une coopération avec un autre youtubeur donc par rapport à l'airsoft, vous verrez ça très prochainement. Et après, au niveau de tout ce qui est autre caméra, bah, c'est toujours en projet, donc d'en avoir une troisième. Après, pour tout ce qui est conseils, donc pour l'instant j'ai un peu ralenti le rythme parce que j'ai beaucoup moins de temps qu'à mes débuts sur YouTube. Mais je continue à en écrire et le moment où je serai dans de bonnes conditions pour les tourner, je les ferai. Alors là, il m'avait posé une question un peu différente. Alors, préfères-tu les grosses OP ou petites parties du dimanche entre potes? euh, Aimes-tu alterner? Et surtout, aimerais-tu aller une fois participer à Border War? Et après, petit message comme ça. Alors, j'aime bien les deux, ça dépend. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je fais plus des petites parties que vraiment des grosses par manque de temps et que j'essaie un peu de me tourner sur ma vie en dehors de l'airsoft. Et Border War, je sais pas, c'est quand même une expérience particulière parce que c'est pas là où on va faire du frag et tout, c'est vraiment de la simulation militaire. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens rien que pour le transport et tout, donc c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais faire. Je pars plus du principe qu'on peut avoir de très bonnes parties proches de chez soi plutôt que dans des pays lointains. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire au moins une fois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours négatifs parce qu'en général, les gens voient les vidéos sur internet, ils s'attendent à un gros truc énorme, mais au final, ils sont souvent déçus parce que l'action n'est pas constante. Sauf si on s'en donne les moyens, mais c'est autre chose qu'une partie où on est à 10 sur un tout petit terrain de paintball. Alors, où fais-tu de l'airsoft le plus souvent? Donc j'avais déjà plus ou moins répondu, mais c'est juste pour... je profite de ces questions pour vous répondre. Donc en fait, je vais déménager donc dans 2 semaines par rapport à quand je tourne ces vidéos. Je serai un peu plus au nord de Montélimar, je serai à proximité de Valence. Donc en gros, je bouge pas de très loin, mais je vais voir plus les équipes du coin. Je verrai ça par la suite. En général, je ne me déplace pas trop, mais peut-être du fait d'être remonté un peu plus, je vais tenter de participer à des terrains de Wild Trigger. Je pense par exemple à Station et OST. Et il y en a peut-être un autre aussi qui vient d'ouvrir, je sais plus, mais pourquoi pas un jour essayer Wild Trigger parce que j'ai jamais fait une partie chez Wild Trigger pour l'instant. Pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés? Alors, à part dire que bon, c'est parce que je suis pas très connu, on va essayer de développer un peu la réponse. Alors moi, je pense que déjà c'est par rapport à la qualité d'image de mes caméras. Parce que bon, moi j'en ai que deux. On peut par exemple Novrich qui en a carrément 4 sur lui. Lui, il en produit quasiment des vidéos gameplay toutes les semaines. Moi, je fais une partie dans le mois en général. J'en fais pas plus parce que j'essaie de pallier un peu à ma vie extérieure autre que l'airsoft. Et j'ai fait peut-être aussi un montage pas aussi dynamique que lui où on voit beaucoup de frags et d'action. Moi, j'aime bien plutôt développer le côté scénario. Donc j'ai pas forcément la même façon de faire que lui, c'est pas forcément sa façon de faire lui qui me plaît le plus. Alors du coup, dans les gameplays que je fais en général au tout début les parties scénario et dernièrement après je fais un dernier montage qui rassemble toutes les vidéos pour vraiment montrer que la partie action. Après avoir, voilà, ça permet d'avoir une différente vision de mes gameplays. Et également parce que je parle pas anglais, c'est une chose qui peut être prise en compte. Donc vous avez vu, j'ai tenté un petit peu, mais ça n'a pas donné un franc succès. Mais je perds pas espoir, je pense qu'à force de rigueur et tout, je continuerai à avoir des abonnés et plus de vues. Je continue dans la ligne où je suis, hein. Vu que vous êtes 4000 pour moi, c'est que je suis quand même dans le bon sens. Donc voilà, je pense que ça viendra petit à petit. Bon, on n'est que en travaillant qu'on peut avoir quelque chose. Alors ensuite, pour toi, que représente l'airsoft dans ta vie? Donc c'est une discipline que j'ai découvert bien avant mes 18 ans et que j'avais envie de pratiquer. Donc bon, comme
pas mal, j'étais quelqu'un qui était pas mal dans les jeux vidéo, etc. Donc c'est sûr que de pouvoir faire ça un peu en vrai, ça change. C'est un moyen aussi de se dépenser. Il y a la notion de fair play aussi qui est importante, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête, hein. En général, c'est bon enfant. On n'est pas là pour se faire mal. Bon, après, des fois, il y a certaines mésaventures, mais ça dépend des personnes avec qui on va jouer, si elles ont la même vision de l'airsoft ou non. Euh, voilà, pour moi c'est une façon de voir des amis ou de rencontrer de nouvelles personnes, même si du coup c'est des gens qu'on connaît pas de suite, l'airsoft ça va me permettre de m'ouvrir beaucoup plus facilement aux gens et d'aller leur parler, comme du fait de faire des vidéos aussi sur YouTube en général, voilà, ça c'est un peu genre bon je te connais pas mais on va jouer ensemble, voilà, c'est le côté bon enfant qui me plaît et c'est un sport que j'apprécie particulièrement par rapport donc au fair play. Il n'y a pas de l'équipe adverse, voilà, on se rentre dedans, etc. À la fin de la journée, tout le monde est content, petit barbecue le midi. Voilà, je pense, la notion de bon enfant et affrontement sans prise de tête qui me plaît dans l'airsoft. Quelle réplique de sniper conseilles-tu aux débutants? Alors pour les débutants, on va dire ceux qui commencent l'airsoft, parce que les débutants en soi, je ne les conseille pas de commencer par le snipe. Mais si quelqu'un a déjà fait un peu de l'airsoft et veut se mettre au snipe, en général, je conseille des répliques déjà pas trop chères parce que bon, c'est rien d'investir dans quelque chose qui au final ne va pas nous plaire. Donc on peut toujours demander à quelqu'un de son équipe ou de son entourage s'il peut nous la prêter pour vraiment se rendre compte de la chose. Et sinon, pour commencer, ben, il y a par exemple le Bardis Jingong qui a un bon rapport qualité-prix. Après, il y a tout ce qui est les Vuel, le MB01, MB03 qui se rapproche du VSR10 pour le dernier et du T96 pour le tout premier. Donc c'est vraiment ces répliques-là que je conseille par lesquelles commencer parce que déjà, bon, c'est peut-être cheap au début, mais au moins elles sont très faciles à upgrader par la suite. Par exemple, pas commencer par un R93 ou d'autres types de répliques qui sont des fois plus compliqués à upgrader. Il y a par exemple, je sais plus le nom de la réplique, mais il y a par exemple une réplique que je pense en particulier, elle coûte pas cher, par contre impossible à upgrader, donc au final, soit on la garde ou on la jette à la poubelle. Mais voilà, c'est une grosse arnaque à ce niveau-là. Alors, sur quel terrain tu es? Tu penses quoi des prix d'entrée sur les terrains? Et tu penses quoi des terrains sauvages? Alors au niveau des terrains, donc c'était aux alentours de Montélimar ou un peu plus au sud. Donc là, comme je disais, je vais être un peu plus au nord prochainement. Les prix d'entrée sur les terrains, ben, en fait, ça dépend du prix. Par exemple, Voile Trigger, c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, c'est pas la même option que les associations du coin. Eux, ils ont des structures à faire tenir, il faut payer du matériel pour la sécurité, également payer les gens qui travaillent, parce que c'est une société, il faut bien financer les gens. Après, par exemple, pour ce qui est des associations du coin, donc en général, vu que je ne fais pas partie de l'équipe, je donne un PAF, ça permet de m'assurer en cas d'accident. Ce qui est normal, si jamais il nous arrive quelque chose, vaut mieux être assuré que du coup tout prendre à sa charge. Ça permet également de tout ce qui est assurance par rapport à la personne qui nous prête le terrain, etc. Et les terrains sauvages, ben moi c'est les choses où je ne vais pas. S'il n'y a pas d'autorisation, c'est pas la peine. Ça m'énerve tout bonnement les gens qui y vont sans autorisation et qui en sont conscientes. Et surtout qu'en général, ils se donnent pas le moyen d'avoir les autorisations ou d'aller sur des terrains autorisés. En général, c'est des gens qui s'en fichent de l'image de l'airsoft. Pour moi, ce n'est pas des vraies personnes passionnées. Alors, la même personne qui m'avait posé une question un peu avant. Est-ce que cela te dérange que des mineurs pratiquent l'airsoft dans un terrain privé, sécurisé, mature, malgré qu'ils ne respectent pas la loi? Bah évidemment que ça me dérange parce que même si les conditions que tu m'as dit, terrain privé, sécurisé et avec maturité, pour moi ce n'est pas suffisant, ça ne respecte pas la loi. Alors si on veut vraiment être rigoureux sur ce que l'on fait, c'est 18 ans et puis c'est tout. Ou alors les personnes mineures jouent avec des répliques inférieures à 0,08 joules, même si bon, c'est pas forcément une meilleure structure. Moi je pense que les mineurs peuvent participer à l'association, mais en dehors du jeu. Par exemple, ils peuvent être photographes, marshal, arbitre, PNJ pour tout ce qui est jeu pour un scénario. Après, sinon, moi, dès que j'apprends qu'il y a un mineur ou possibilité de mineur sur la partie, en général, moi, j'y vais pas. Je ne me pose pas de questions là-dessus. Pour moi, c'est terrain avec autorisation et pas de mineurs. C'est comme ça. Après, le souci, c'est qu'il y a des mineurs qui vont peut-être montrer des bonnes conditions comme ça, sauf qu'après sur YouTube, il y en a qui viennent me voir après en message privé, ouais, comment je peux faire pour prendre tes répliques et tout. Je fais, hey, t'as pas 18 ans, tu attends. Si tu veux pratiquer un sport qui ressemble, soit tu fais du paintball où ils n'ont pas la même réglementation que nous, ou du laser game dans le coin. Donc après, voilà, je vais pas développer trop longtemps, mais en gros, moi, les mineurs et airsoft, c'est 18 ans, pas moins.
Ensuite, une question très intéressante. Que dirais-tu à quelqu'un qui dit que l'airsoft est un jeu pour gamins ou d'entraînement militaire? Perso, cela m'arrive fréquemment et voilà. Donc ouais, c'est vrai que moi au boulot, c'est pareil, il y en a qui en rigolent un petit peu. Alors, il y en a des fois qui disent ah tu vas faire la guerre ce week-end machin. Alors après bon je leur en parle, je leur explique un peu comment ça se passe et certains diraient qu'ils voudraient bien essayer en fait parce que c'est des gens en général qui n'ont jamais pratiqué. Donc ceux qui disent ça en général je dis bah viens essayer, tu vas voir comment c'est bon enfant. Après voilà c'est pas non plus de l'entraînement militaire, pas spécialement un jeu pour gamins parce que en même temps tu vois le machin, tu leur expliques qu'il y a quand même des risques vis-à-vis de la discipline, sauf si après tu respectes les conditions de sécurité. L'entraînement militaire, après, voilà, en général, c'est des gens qui sont un peu bornés ou qui ne se rendent pas compte de la chose, mais bon, quand c'est comme ça, en général, je leur montre mes vidéos pour leur expliquer un peu comment c'est, et puis bon, ils me voient moins, hein, ils savent que je suis pas non plus un paramilitaire ou un terroriste, comme on peut dire. Qu'est-ce qui te pousse à continuer à jouer sniper? Bah, tout simplement parce que ça me plaît, je préfère tout ce qui est contournement, faire un tir précis, donc je trouve ça tellement kiffant de voir la bille se diriger et de toucher en une bille. Après, c'est vrai que des fois, j'aime bien changer un petit peu selon les conditions du terrain, mais c'est vrai que jouer sniper, c'est un peu le. Je sais pas, c'est ma façon, l'approche furtive, le tir précis, pas trop bourrin quoi. Après, c'est vrai que j'aime bien jouer un petit peu de tout, mais le snipe reste mon domaine de prédilection. Je ne saurais pas spécialement expliquer pourquoi. Quelles sont les nouveautés que tu attends pour cette année en airsoft? Alors, c'est vrai que moi, au niveau des nouveautés, j'attends pas des choses en particularité. En général, ça tombe, ça me dit ça va sortir. Je suis ah bah tiens, sympa, on va voir ce que ça donne. J'attends toujours de voir les retours de MTO parce que c'est vrai que ils en parlent depuis tellement longtemps et au final, on n'a toujours rien. Donc pour moi, c'est un peu une mauvaise communication là-dessus. Il y a aussi des nouvelles grenades, je sais plus le nom, qui vont sortir. Et après, c'est pas tellement une nouveauté, mais c'est du côté de Silverback, donc qui a fait le SRS dernièrement. Alumix de Sniperland avait parlé d'une cross pour T96 qu'il avait annoncé en 2013 et avec le SRS et la licence qu'ils ont obtenue, ce projet est un peu laissé de côté. Mais c'est vrai que cette cross, j'aurais bien voulu l'avoir, ce qui aurait donné tout un nouveau look aux répliques de type 96. Donc le cher Balbuzard, salut à toi. Alors MTO ou HPA? Alors MTO, ça va dépendre un peu de ce qu'ils vont donner en théorie parce qu'ils parlent beaucoup, mais au final on n'a rien à se mettre sous la dent. Mais c'est vrai que ça paraît innovant et en même temps c'est un peu comme les voitures, c'est il va y avoir tellement d'électronique là-dedans que je trouve que ça va être beaucoup plus compliqué pour le grade ou modification. Et c'est vrai que j'aime bien mettre les mains un peu dedans, donc je sais pas trop. HPA, moi ce qui me dérange c'est toujours la bouteille dans le dos, même si c'est vrai que les HPA par exemple sur un snipe on peut très bien installer une petite bouteille sur sa réplique, mais à un snipe c'est vrai que je resterai plutôt sur un spring. Alors MTO, HPA, on va plus dire MTO si ça fonctionne aussi bien que ce qu'ils promettent. Quelle est ta réplique de rêve, peu importe le prix? Alors actuellement je pense que SRS, j'ai envie d'avoir un SRS. Et sinon, après, j'ai pas d'autre truc que ça. Une arme qui existe et qui est pas encore en airsoft, j'en ai pas une en particulier en tête. Pour moi, le SRS représente bien ce que j'aime dans les répliques de snipe. Le fait de pouvoir les modifier, donc version courte, très longue, les réglages au pop de deux côtés, des pièces de très bonne qualité d'origine, beaucoup de drive sur le quart de main, réplique compacte et spring. Spring aussi pour moi c'est quelque chose que je resterai fidèle je pense un petit moment. Et pour finir donc là, notre cher ami Mathieu et voilà notre Jonathan Carlier pour dire à son nom. Alors si tu devais remplacer ton snipe, lequel choisirais-tu et quand tu le remplacer un jour et un peu dans le même style, quelle sera ta prochaine réplique de snipe si tu as l'intention d'en changer bien sûr. Alors pour ceux qui sont sur mon Facebook vous avez peut-être vu que j'avais pour objectif de vendre mon snipe parce que comme je disais juste avant j'ai envie d'avoir un SRS. Alors vu le prix du SRS, je me suis dit que de toute façon si un jour j'ai un SRS, le T96 je vais le mettre de côté. Donc autant le vendre et qu'il profite à quelqu'un qui a envie de se mettre au snipe ou alors qu'il y en a déjà qui veut pour la collection. Et du coup ça me permettrait de financer un SRS qui est une des répliques les moins données au monde vu le prix. Et donc voilà, j'ai pas fait une annonce très officielle sur la vente de mon snipe, j'ai plus essayé de voir sur les gens de mon entourage parce que j'ai
pas trop envie de l'envoyer par la poste. Je préfère le remettre en main propre. Et donc voilà, le but ce serait de vendre mon snipe. Je ferai peut-être une vidéo dessus pour montrer un peu les caractéristiques. Ce sera un peu, au lieu de faire juste un écrit, là on aura une vidéo et on pourra se rendre compte de ses performances et de son look en fait. Et donner un peu les détails, ça pourra peut-être aider à la vente. Mais si jamais vous êtes intéressé pour l'achat de mon snipe, vous pouvez me contacter par Facebook et on pourra en discuter après pour l'envoi et le prix. Donc voilà, cette vidéo FAQ est maintenant terminée. Encore merci pour les 4000 abonnés et pour les prochains. Je vais continuer à faire des vidéos. Donc pour l'instant, comme je dis, je suis en période de déménagement, donc ça va être un peu en pause. Vous inquiétez pas, à partir de la mi-août, je vais me remettre à refaire des vidéos et j'aurai sans doute aussi reçu du matériel qui m'aidera pour la réalisation des vidéos. Donc voilà, à la prochaine et restez un airsoft, gardez un airsoft responsable. Allez, salut!